Bonjour Georges Benayoun, je suis content que vous ayez accepté mon invitation à venir parler à la règle du jeu de votre documentaire qui sort bientôt, on va le présenter. Je dis quand même qui vous êtes. Vous êtes avant tout, vous étiez avant tout un producteur de cinéma. Vous avez produit des films de Benoît Jacquot, Claire Denis, d'Olivier Assayas, pour n'en citer que quelques-uns, c'est ceux que j'aime moi donc. Vous n'aimez pas Téchiné? Je suis pas un fan de Téchiné. Ah, Les Roseaux Sauvages, c'est un très beau film. C'est peut-être le seul que C'est j'apprécie. son grand film, son meilleur film. Mais Bah, sinon, je trouve que c'est un garçon un peu... Enfin, j'aime pas toujours tout ce qu'il montre au cinéma, mais on en discutera. Oui. Voilà, donc vous êtes un producteur de films de qualité. Vous avez commencé à faire des documentaires. Vous en avez fait un premier qui s'appelle Assassinat d'Ilan Halimi, qui est sorti il y a un an. Et vous venez de faire ce nouveau documentaire qui s'appelle Prof en territoire perdu de la République, point d'interrogation. Très important le point d'interrogation. Que j'ai vu lors de sa projection en avant-première, que j'ai beaucoup aimé. Donc vous êtes allé tourner en banlieue en reprenant le titre, auquel vous avez rajouté un point d'interrogation, d'un livre qui avait fait peu de bruit en 2002, qui s'appelait Les territoires perdus de la République, qui était une enquête sur... Un recueil de témoignages plutôt. Un recueil de témoignages d'enseignants sur la difficulté d'enseigner un certain nombre d'aspects de l'histoire dans les établissements secondaires des banlieues. Absolument. Donc vous, 12 ans, 13 ans plus tard, vous retournez voir un certain nombre de ces enseignants, vous les interrogez. Qu'est-ce que vous en rapportez? Alors d'abord, l'idée du film elle-même est venue pendant le tournage du film Ilan Halimi, rencontrer un certain nombre de professionnels, de pédagogues, et autour du gang des barbares. Donc, qui étaient ces jeunes des banlieues, pourquoi, comment. Et donc, j'avais lu Les Territoires à l'époque, quand il était sorti. Donc, je me suis rappelé ça m'avait vraiment frappé, la relation avec ce livre. Donc, je me suis replongé dedans. J'ai fini le film d'Ilan, et puis j'ai appelé Georges pour le rencontrer, Georges Bensoussan, qui est le co-auteur et qui a coordonné le livre. Et on a décidé, on a longuement parlé, et il m'a dit que 15 ans plus tard, c'était pour lui encore plus grave que ce qu'ils énonçaient à l'époque, c'est-à-dire en 2002. C'est-à-dire en 2002, rappelons quand le livre sort, les tours sont tombées, l'intifada, nous sommes dans la deuxième intifada, donc des mouvements très, très forts dans les banlieues parisiennes. Donc il sort à ce moment-là. Donc qu'est-ce que ça veut dire 15 ans ou 13 ou 14 ans après? Donc j'ai commencé à travailler avec un certain nombre de professeurs. Et j'ai décidé j'ai travaillé surtout avec un professeur qui s'appelle Yanis Roder, qui est dans le film. Et Yanis a un parcours tout à fait particulier. Il est en même temps prof depuis 17 ans à Saint-Denis. Il ne veut pas quitter alors qu'il avait 10 fois l'occasion, il n'a pas voulu quitter. Donc il est prof, et il est prof agrégé. Prof agrégé d'histoire. Et il est co-auteur des Territoires, et il est en même temps le responsable de la formation au mémorial de la Shoah des enseignants à l'histoire des génocides. Yanis est devenu un fil rouge du film, et avec lui, j'ai découvert j'ai accompagné un groupe d'enseignants à Auschwitz, que je n'ai pas monté dans le film parce que ça ne rentrait pas dans le film. Et c'est là où j'ai rencontré tous mes personnages. C'est tous des professeurs qui donc ont volontairement demandé à participer à ce stage, donc qui est un stage de formation. C'est 5 jours à Cracovie, à Auschwitz. Et donc j'ai eu l'occasion de passer ce temps-là avec eux, et j'ai découvert des gens absolument formidables, qui étaient d'abord, s'ils étaient là, c'est qu'ils étaient conscients d'un manque ou d'un besoin très fort sur cette période-là, peut-être aussi pour parer à certaines
agression, attaque qu'ils pourraient avoir de la part de leur public, c'est-à-dire des étudiants sur certains thèmes. Et j'ai découvert des gens aussi très, très engagés dans leur métier d'enseignant. Ce qui m'a... Enfin, voilà, je sors du film en me disant ces gens-là sont presque des héros, parce que bon, c'est pas des salaires formidables et ils affrontent des populations extrêmement compliquées, extrêmement dures, nerveusement très très dures, et ils reviennent, et tous les matins ils reviennent. Donc voilà, j'ai rencontré ça. Je dois dire une chose supplémentaire, c'est que je les ai rencontrés avant Charlie, et je les ai tournés après Charlie. Ce qui change, Charlie a complètement bouleversé mon film. Qu'est-ce que vous pensiez découvrir après avoir lu le livre de 2002, avant Charlie? Donc, qu'est-ce que vous pensiez découvrir? Ce qui vous a donné envie de faire ce documentaire, c'est un bilan 13 ans plus tard, ça va mieux, c'est pire? Bah, c'est un état des lieux. Enfin, franchement, j'y suis allé en espérant trouver vraiment des améliorations. J'y croyais pas, mais j'ai espéré. Voilà, en gros, je savais, je sortais de Ilan, j'ai travaillé un peu sur ce qu'a été le Gang des Barbares, donc sur le silence ambiant, sur ces mômes complètement dans un état d'abandon culturel. Et voilà, mais quand j'ai abordé le livre, j'y suis allé avec, comment dire, je savais ce que j'allais trouver, et j'avais une forte réticence intellectuelle à l'accepter. Je ne sais pas si c'est clair. J'entendais ce que les détracteurs du livre, ou même simplement des sceptiques par rapport au livre, me disaient. Et il y avait quelque chose comme moi en moi qui disait oui, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup à redire sur le livre, mais je savais que presque physiquement, j'allais retrouver ce qu'il y avait dans le livre, mais de façon exacerbée. Donc, parce que quand on voit le film, comme je l'ai vu, donc, on est souvent atterré par ce que racontent les profs. Effectivement, d'abord l'antisémitisme, toujours l'antisémitisme, toujours le complotisme, conspirationnisme, l'espèce d'extériorité à la société française, ou du moins dans l'institut... Ne pas appartenir. Pas appartenir. L'éducation nationale, le collège, le lycée, qui ne sont pas vus comme un lieu d'éducation, d'instruction, mais un lieu qui diffuse du mensonge, qui maltraiterait ces jeunes. Ce qu'ils disent est donc vraiment affligeant. Donc ça va contre un certain déni. Il faut bien reconnaître qu'il y a un certain déni de la gravité de la situation. Or, néanmoins, tu en ressors pas pessimiste de ce travail, et tu penses que grâce à ces profs, notamment, il y a de l'espoir. Mais est-ce que c'est suffisant? Oh, alors, c'est une question qu'on m'a régulièrement posée pour attaquer mon film, donc j'anticipe déjà. On m'a dit, mais c'est quoi les solutions? Tu fais un état des lieux, mais pourquoi tu ne proposes pas de solution? Ça serait l'objet d'un autre film peut-être, mais moi, les solutions, c'est pas à moi de les proposer, c'est aux politiques, moi, ce qui m'importait, c'est d'avoir, et d'ailleurs, dans mon film, tu l'as vu, il n'y a pas d'enfant. Il n'y a pas de parole d'enfant. Et ça, c'est très délibéré. Il n'était pas question au départ d'interviewer, parce que très souvent les enfants, bon, il y a eu beaucoup de films avec des enfants, très souvent on fait dire ce qu'on veut, un peu tout et son contraire. Et moi, ce qui m'importait, c'était de travailler au plus près des professeurs, de gens dont l'expérience ne pouvait pas être mise en question, parce que quoi qu'il arrive, ce que ces personnes-là donnent à ce film, disent à ce film, ne peut pas être mis en question par des détracteurs ou des sceptiques professionnels. C'est ce qu'ils vivent. Donc on va pas aller leur dire
c'est pas vrai ce que vous dites. Eux, ils vivent ça. Donc de toute façon, et par ailleurs, ce qui est clair, c'est je n'ai pas fait un film sur toute la banlieue, tous les lycées de France, etc. J'ai fait un film sur des expériences de certains profs dans certains lycées. C'est simplement une... D'ailleurs, tu parlais de déni, certains sont aujourd'hui, certaines paroles de ces profs vont contre ce déni-là. Mais d'autres profs dans ce film sont aussi tout à fait, disons, assez à l'aise avec la doxa officielle, quoi. Donc il n'y a pas de... non, donc c'est pour ça que le film, il me semble, enfin, c'est pas moi de le dire, mais j'ai tenu à ce que les paroles soient très équilibrées. La laïcité telle qu'elle a été revendiquée au 19e. Au 19e, et telle qu'elle a été revendiquée depuis les années 90, elle a été quand même considérée, et elle a été quand même, je pense, par un certain nombre de ceux qui l'ont utilisée de cette manière-là, comme une arme de guerre un peu contre les musulmans, hein. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois. Quand on sort une loi sur les signes religieux à l'école, dont on n'ose pas dire qu'ils sont vraiment la cible, hein, on ne visait pas des grandes croix, hein, des gens qui allaient arriver avec leur croix sur le dos. On savait très bien qui on visait. Donc, si vous voulez, je pense que cette laïcité, elle est mal défendue, elle est mal comprise par tout le monde. Et je pense même par le corps enseignant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la laïcité signifie anti-religieux. Et dans ce contexte particulier, comme anti-islam. Donc, le « eux » et « nous », c'est de cette manière-là qui peut d'un seul coup se traduire. Et c'est là qu'il y a un vrai problème de pédagogie. Ce qui était la laïcité contre l'Église catholique devient du laïcisme contre l'islam. Ça n'a aucun sens. Ça n'a absolument aucun sens. Si ce n'est faire des musulmans une population particulière qui n'aurait pas le droit, si vous voulez, au système qui est le nôtre et pour lequel nous nous sommes battus. Il faudrait un autre système. Comme ils sont là maintenant, peut-être qu'on ne les juge pas capables d'intégrer notre système, on va adapter notre système. Et donc, ne pas leur offrir ce que, je pense, moi, nous avons de meilleur. Je trouve ça assez bizarre comme façon de voir les choses. Je finis le film sur une note d'espoir, parce que c'est vrai que le film met en avant un certain nombre de problèmes tels que, tu ne l'as pas cité, mais une partie sur le sexisme, sur l'homophobie qui est très important. D'ailleurs, Georges Bensoussan fait le lien entre antisémitisme et sexisme qui est assez, parlant. Et je finis le film sur des paroles de ces profs qui expriment d'abord leur amour pour leurs élèves, clairement. C'est-à-dire et en même temps, ils souffrent de leurs conditions. Cette prof magnifique qui me dit qu'ils n'ont pas le vocabulaire, que c'est aussi un des thèmes que défend Yanis, en disant comment peut-on se battre avec 500 mots? Comment peut-on, quand on ne maîtrise que 500 mots, comment faire dans la vie? Et cette prof qui dit comment on peut être au monde avec 500 mots, avec aussi peu de... Donc, en même temps, ils expriment une souffrance, et je pense qu'elle est très, très sentie et très forte chez eux. Et en même temps, ils sont là, ils se lèvent tous les matins, ils y vont, ils y croient, ils traînent. Certains profs disent qu'ils préfèrent être avec leurs élèves plutôt qu'être dans la salle de prof. Oui, oui. Et d'autres une prof qui dit quelque chose qui m'émeut beaucoup, qui dit nous, profs, on est peut-être les derniers, le dernier bastion. Les pompiers sont pas là, les flics sont pas là, les hôpitaux sont pas là, et nous, on est quand même on est les seuls bastions à rester dans les quartiers. On est là pour défendre les enfants de la République. Donc, tant qu'on aura des profs qui tous les matins iront se battre pour essayer d'élever leurs élèves, le niveau de leurs élèves et de leur conscience, je pense qu'il y a encore des raisons d'espérer. C'est vrai que
ça devient de plus en plus compliqué. La violence est très, très présente dans ces quartiers, y compris à l'école. Mais bon, ils sont là, donc c'est pour ça que je dis, pour moi, ma vision sur cette profession a totalement changé. Avant et après, c'est pas du tout. J'ai une très forte admiration pour ces gens-là et pour ces profs qui se battent tous les jours. Et donc voilà, tant qu'ils seront là, je pense qu'il y a, on a un moyen avec eux de changer les choses. Maintenant, ils se sentent très isolés. Ils ont souvent le sentiment d'être abandonnés et que le politique les a un peu oubliés, ou alors les bouleverse dans leurs habitudes, avec les réformes, tout ce qu'ils vivent au quotidien, même si certaines réformes sont intéressantes et intelligentes, mais ils ont besoin d'être soutenus, ils le disent d'ailleurs. Mais voilà, ce sont des gens qui se battent, et ils se battent pour nous. Donc je pense que ça reste, il reste cet espoir-là. L'idée du film, elle a un peu changé en cours de route, évidemment, mais c'est vrai qu'à leur contact, dans mes rencontres, c'est vrai que j'ai voulu montrer ça. Ça a été, à un moment donné, j'ai un peu switché un peu mon point de vue, et voilà, si j'arrive à montrer aussi, en même temps que tous les problèmes qu'ils rencontrent, et les problèmes sont réels et sont très présents, mais montrer que ces gens-là se battent pour nous, je trouve que c'était la moindre des choses par rapport à eux. Est-ce que tu penses que c'est un film qui s'adresse aussi à l'éducation nationale, au ministère de l'Éducation nationale? Alors, je ne pense pas trahir un secret en disant que la ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, était présente à cette projection, à cette avant-première. Absolument. Ce fut même... Elle a regardé avec attention. C'était une bonne chose qu'elle soit là. C'était pas public, c'était pas pour les photographes. Non. Voilà. Est-ce que c'est un film qui s'adresse à l'éducation nationale? C'est un film qui... j'en ai pas... Comme réponse, je peux... Un des cadres de ce ministère m'a dit ce qui serait très bien, c'est qu'on l'utilise dans ce film dans le cadre de la formation des profs. Je pense que c'était une boutade plutôt. Mais disons que je pense que oui, c'est la première fois qu'on voit des profs comme ça. C'est la première fois qu'on donne la parole à des profs sur leur quotidien, sur leur vécu. Mais pas dans une immersion dans des classes où on reste longtemps avec eux. Là, c'est vraiment des paroles fortes, des paroles et des paroles d'expérience. Et je pense que tous les profs vont se reconnaître. Enfin, je veux dire, tous les profs. Beaucoup de ces profs, des enseignants qui vivent ce type d'expérience dans des territoires un peu bousculés, un peu en souffrance, vont se reconnaître. Et bon, moi j'ai lu des lettres de Yanis Roder qui organise l'université d'été au Mémorial. J'ai lu des lettres de professeurs parce que c'est sur l'aide de motivation qu'ils sont pris. J'ai des lettres effarantes. C'est-à-dire mais qui viennent de toute la France, de Brest, du Sud, des professeurs qui expliquent pourquoi ils veulent assister à ces universités. Et j'ai 90% des cas, enfin, dans beaucoup, je ne peux pas généraliser, donc, dans beaucoup des cas, c'est parce qu'ils ont affaire, très souvent, à une réticence de leurs élèves à enseigner la Shoah, à des remarques, et ça, ces lettres-là, c'est pas mes 10 professeurs qui en parlent, c'est des centaines et des centaines. Et donc, ça, il faut quand même qu'on en tienne compte. J'ai lu, depuis la projection de mon film, des choses effarantes sur mon film, sur Facebook, dans les murs, ça discute beaucoup, sur les murs de personnes qui ont vu le film, qui sont, là pour le coup, extrêmement dogmatiques, elles sont dans l'idéologie, le social avant tout, le culturel n'existe pas, enfin bon, on est dans la victimisation totale. Je suis effaré parce que on vit tout le contraire et ils s'accrochent désespérément
Alors, avec ce sentiment quand même, et ça c'est ce que j'ai écouté d'ailleurs chez France Culture, entre Georges Bensoussan et Patrick Weiss chez Finkielkraut cette semaine, avec le sentiment qu'ils s'accrochent désespérément parce que leur espace est en train de se réduire. Et ils le savent que leur espace, leur vrai, que évidemment, le réel est en train de... Enfin, leur espace est en train de se rétrécir parce que le réel... L'espace de qui? Des enseignants? Non, non, je parlais des intellectuels qui aujourd'hui sont complètement dans cette... s'accrochent, pas uniquement les intellectuels, les syndicalistes, les militants, s'accrochent à une espèce de... il y a quelques exemples aussi dans mon film. Il y a un professeur qui dit dans mon film que lui, il n'a jamais rencontré l'antisémitisme. Ouais. Et c'est vrai qu'il n'a jamais rencontré. Et il a raison de le dire, parce que de son expérience personnelle. Il dit d'ailleurs qu'il n'est pas naïf et qu'il sait que ça existe. Mais voilà, on est comme... J'ai des gens qui ont vu le film et qui m'affirment aujourd'hui que ce que je dis est faux. Et quand ils disent c'est faux, et ça va donner une mauvaise image de l'éducation nationale. Donc, ou c'est faux, mais en même temps, quelque part en disant « et ça va donner une mauvaise image et vous faites le jeu d'eux », ça entérine le fait que c'est vrai. Donc il y a toute cette... voilà. Oui, on pourrait leur demander qui ça fait le jeu de nier ce réel. Ça fait... oui. C'est un gros problème. Un gros problème. Oui, oui. Donc alors, on va arrêter là, puisqu'on essaie d'être bref. Je vais quand même dire que donc, votre film est projeté jeudi 22 octobre sur France 3. Et bonne nouvelle, ce sera une soirée qui sera consacrée à vos réalisations, parce que non seulement donc, il y aura Prof en territoire perdu de la République, point d'interrogation, mais il y aura aussi l'assassinat d'Ilan Halimi, qui est rediffusé, oui. Qui sera rediffusé ce soir-là. Et je suis très content que les deux soient diffusés l'un après l'autre, parce que pour moi, c'est la même démarche. C'est un travail sur le déni. Ilan, c'était comment et pourquoi en France un crime antisémite, la douleur d'entendre qu'un crime antisémite est un crime antisémite, pourquoi on le refuse qu'un crime antisémite soit qualifié d'antisémite, tout simplement. Et donc c'était un travail sur ce déni-là. Et le film sur les territoires, c'était aussi voilà, le territoire a été accueilli, enfin le livre en tous les cas, a été, comme vous le disiez, accueilli avec un silence ou un mépris. J'ai lu des articles épouvantables, un mépris. Et pourquoi on n'a pas voulu voir? C'est ce que dit Georges Bensoussan d'ailleurs. Pourquoi on ne veut pas voir? Georges Bensoussan, qui est l'auteur de ce livre, et qui est aussi. Je dois citer aussi, si on a un tout petit peu le temps. Et il y a un personnage, un intervenant formidable dans mon film qui s'appelle Smaïn Lacher. Oui, qui est sociologue et qui est professeur à l'Université de Strasbourg et qui dit des choses absolument bouleversantes sur entre autres, sur le religieux dans l'islam et sur l'antisémitisme. Cet antisémitisme, il est déjà déposé dans l'espace domestique. Il est dans l'espace domestique et il est quasi naturellement déposé sur la langue, déposé dans la langue. Une des insultes des parents à leurs enfants, quand ils veulent les réprimander, il suffit de les traiter de juifs. Bon, mais ça, toutes les familles arabes le savent. C'est une hypocrisie monumentale que de ne pas voir que cet antisémitisme, il est d'abord domestique et bien évidemment, il est sans aucun doute renforcé, durci, légitimé, quasi naturalisé au travers d'un certain nombre de distinctions à l'extérieur. Il le trouvera chez lui et puis il n'y aura pas de discontinuité radicale entre chez lui et l'environnement extérieur. Parce que l'environnement extérieur, en réalité, le plus souvent, dans ce que l'on appelle les ghettos, il est là, il est comme dans l'air que l'on respire. Il n'est pas du tout étranger. Et il est même difficile d'y échapper. En particulier quand on se retrouve entre soi, ce sont les mêmes mots qui circulent. Ce sont souvent les mêmes visions du monde qui circulent. Ce sont souvent les mêmes visions du monde fondées sur des mêmes oppositions. Et en particulier cette première opposition qui est l'opposition
eux et nous. Puis après, sur cette grande opposition, sur cette grande bipolarité, eh bien, se construisent une multiplicité d'oppositions entre les nationalités, entre les ethnies, etc. Je trouve que pour moi, c'est un des moments très forts du film et qui a bouleversé beaucoup de gens. Oui, à la projection, ça se sentait. D'ailleurs, il a eu Oui, de gens parce sont allés que voir, c'est une parole libre comme ça qui se lève. Il y en a d'autres, hein, mais là, il y a une fulgurance, une intelligence, et c'était assez très fort. fort. Voilà. Jean, on termine en disant surtout aussi que vous travaillez, vous avez bouclé un nouveau documentaire qui s'appelle... Je vais le faire. Je suis en train de travailler sur un nouveau. Vous êtes en train de boucler, que vous avez, sur lequel Avec vous Rudi avez Reichstadt. associé notre ami Rudi Reichstadt, qui est l'un des hommes les plus éclairés sur les questions du conspirationnisme, très brillant, et du très brillant. conspirationnisme, du complotisme. Complotisme. Il y a une discussion sur les termes, enfin Ouais. bon... Je lui ai demandé, je lui ai posé la question hier, et il me dit non, c'est pareil pour moi, c'est totalement synonyme. C'est synonyme. Voilà. Voilà. Il s'appellera comment? Et pour l'instant, ça s'appelle À qui profite, avec un grand point d'interrogation. J'aime bien les points d'interrogation. Et À qui profite, et c'est en gros les relations très incestueuses du terrorisme et du complotisme. Comment ils s'alimentent l'un l'autre. D'accord, donc effectivement il y a une cohérence, j'ai une totale On continue. cohérence On continue. en vos documentaires. On continue. Mais alors dans l'immédiat, donc le 22 octobre, on pourra voir Prof en territoire perdu de la République et l'assassinat de Ilan Halimi. Merci Georges. Merci.